Où est ma femme? Assistant, monsieur, pendant que vous réconfortiez votre maîtresse enceinte, votre femme a complètement vendu le manoir familial et a déjà emmené votre enfant à l'étranger pour commencer une toute nouvelle vie. Charles Beaumont, le PDG milliardaire de Beaumont Entreprises, entretenait secrètement une petite et jolie maîtresse nommée Chloé Dubois. Elle était censée être enceinte et il passait chaque jour à ses côtés à la cajoler. Mais il n'avait aucune idée qu'au moment exact où il donnait à la cuillère du caviar de première qualité à cette femme, son épouse légale, Evelyne Duval, avait discrètement mis en vente leur manoir de Bellevue d'une valeur de 15 millions d'euros auprès d'un agent immobilier. Au moment où il est revenu à cette maison, les serrures avaient été changées. Les bagages avaient disparu, et sa femme et son fils s'étaient complètement évanouis, comme s'ils n'avaient jamais existé. Son assistant, Thomas, l'a appelé, la voix tremblante. Monsieur Beaumont, il y a 3 jours, votre femme a vendu le manoir et a emmené le jeune maître à l'étranger. En ce moment, vous n'avez même plus d'endroit où vivre. Charles s'est effondré sur le sol. Ce n'est qu'alors qu'il a réalisé que la carte Centurion illimitée et supplémentaire dans son portefeuille avait été complètement épuisée par Evelyne 3 jours auparavant. Plus tôt ce jour-là, Charles avait soufflé sur la dernière bouchée de caviar et l'avait portée aux lèvres de Chloé. Chloé fit sa capricieuse, détournant son visage, geignant qu'elle ne pouvait vraiment pas manger une autre bouchée, et que le bébé était aussi rassasié. Charles posa une main sur son ventre, sa voix prenant un ton complètement différent, doux. Il la cajola pour qu'elle soit sage et prenne juste une autre bouchée pour leur fils. Chloé fit la moue, avala le caviar et se pencha dans l'étreinte de Charles. Elle fit remarquer qu'il avait été avec elle pendant 3 heures aujourd'hui et demanda si sa femme serait en colère s'il rentrait tard. Le visage de Charles s'assombrit. Il ricana, demandant de quoi elle avait à se plaindre. Il fournissait la maison, les voitures et l'argent. Si elle osait dire un seul mot de plainte, il la mettrait à la porte. Les coins de la bouche de Chloé se contractèrent vers le haut avant qu'elle ne les tire rapidement vers le bas, remplaçant son expression par une expression pitoyable. Elle supplia Charles de ne pas parler ainsi de sa femme, disant qu'il devait être difficile pour elle d'être seule à la maison avec le jeune garçon. Charles laissa échapper un rire froid, déclarant qu'il n'avait même pas réglé le score avec elle pour avoir élevé un enfant d'origines inconnues. Il consulta sa Rolex, se leva et dit à Chloé de bien se reposer. Il promit de lui rendre visite à nouveau le lendemain. Chloé hocha la tête docilement et le raccompagna à la porte. Au moment où la porte se fermait, le regard innocent sur le visage de Chloé disparut complètement. Elle sortit un téléphone jetable, ouvrit un fil de discussion avec un numéro non enregistré et tapa un seul message. Il est parti. La personne à l'autre bout répondit immédiatement par un seul mot. Bien. Charles était assis à l'arrière de sa Maybach en édition limitée, se frottant les tempes. Son chauffeur vétéran, Arthur, le regarda dans le rétroviseur et demanda prudemment s'il retournait au domaine de Bellevue. Charles fit un vague signe d'accord. Arthur démarra le moteur. Charles s'adossa au siège en cuir et ferma les yeux pour se reposer, son esprit calculant quelle clinique privée de Neuilly-sur-Seine il devrait emmener Chloé pour son échographie le lendemain. Il était complètement inconscient du fait que les mains d'Arthur tremblaient légèrement sur le volant. Après 1 heure de route, ils arrivèrent enfin au domaine de Bellevue. Charles sortit de la voiture et marcha le long de l'allée pavée de galets jusqu'à la porte d'entrée. Il sortit ses clés, les inséra dans la serrure et tourna. La porte ne bougea pas. Fronçant les sourcils, il appliqua plus de force et tourna à nouveau. Elle ne s'ouvrit toujours pas. Charles jura à voix basse. Il frappa 2 fois à la porte, criant à Evelyne de l'ouvrir. Comme personne ne répondait, il cria à son fils de 4 ans, Léo, d'ouvrir la porte pour son papa. Toujours rien. La colère monta en Charles. Il sortit son téléphone et composa le numéro d'Evelyne. Une voix froide et automatisée l'informa que le téléphone de l'abonné était éteint. Refusant de le croire, il appela la montre connectée de Léo. Elle était également éteinte. Le visage de Charles devint sombre. Au moment où il s'apprêtait à frapper à nouveau à la porte, Madame Mercier, la voisine de la propriété adjacente, passa en portant un sac de courses. Elle lui lança un regard étrange. Elle demanda pourquoi il était encore là.
Charles se tourna vers elle, exigeant de savoir ce qu'elle voulait dire par là. Affirmant que c'était sa maison. Madame Mercier parut surprise. Elle fit remarquer que sa famille avait déjà déménagé. Il y a quelques jours, elle avait vu un agent immobilier faire visiter la maison à des gens, disant que le propriétaire l'avait mise en vente rapidement à un prix d'occasion. Un bruit de tintement résonna dans les oreilles de Charles. Il exigea de savoir qui l'avait vendue. Madame Mercier, déconcertée par son expression féroce, lui dit que c'était sa femme, Evelyne. Elle avait vu Evelyne signer l'accord de mise en vente de ses propres yeux. La main de Charles tremblait autour de son téléphone. Il demanda quand exactement cela s'était passé. Madame Mercier réfléchit un instant et dit que c'était il y a 3 jours. Ce jour-là, Evelyne était sortie en tenant la main du jeune garçon, tirant 2 grandes valises. Quand Madame Mercier lui avait demandé en passant, Evelyne avait mentionné qu'il partait en vacances à l'étranger. Charles resta figé, se sentant comme si un seau d'eau glacée avait été déversé sur sa tête. Voyant son visage pâle, Madame Mercier ne dit rien de plus et s'éloigna rapidement avec ses courses. Charles resta devant la porte qu'il ne pouvait plus ouvrir. Le soleil de Californie était aveuglant de luminosité, mais il avait terriblement froid. Il composa le numéro de son assistant exécutif, Thomas. Cela sonna 5 ou 6 fois avant que Thomas ne décroche enfin. Charles lui ordonna de savoir exactement où se trouvait Evelyne. Il y eut quelques secondes de silence mort à l'autre bout. Charles lui rugit de parler. La voix de Thomas semblait celle d'une personne qui venait de pleurer. Il bégaya qu'il était sur le point de lui faire son rapport. Il y a 3 jours, Evelyne avait engagé une agence pour vendre le manoir de Bellevue pour 15 millions d'euros en espèces, et les fonds avaient déjà été virés. Les yeux de Charles s'écarquillèrent. Il cria que c'était impossible parce qu'il détenait le titre de propriété. Thomas prit une profonde inspiration et rappela à son patron que pour éviter certaines taxes foncières à l'époque, le manoir avait été entièrement mis au nom d'Evelyne. Le cœur de Charles battait violemment. Il exigea de savoir où était son fils Léo. La voix de Thomas devint encore plus faible, expliquant qu'Evelyne avait emmené le garçon sur un vol international il y a 3 jours, destination Zurich, Suisse. Charles faillit laisser tomber son téléphone. Il exigea de savoir comment elle avait acheté les billets pour la Suisse alors qu'il avait gelé toutes ses cartes de crédit. Thomas semblait essoufflé en expliquant qu'Evelyne n'avait pas utilisé les cartes de Charles. Elle avait utilisé son propre compte. Les parts de fondateur d'une start-up technologique de la Technopole enregistrée à son nom avaient été liquidées il y a 3 jours. À ce moment-là, Evelyne avait plus d'argent liquide sur ses comptes que Charles. La vision de Charles s'obscurcit. Il dut s'agripper au cadre de la porte pour rester debout. Il demanda comment c'était possible, affirmant qu'il avait enquêté sur cette entreprise et qu'elle n'avait rien. Thomas expliqua que l'actionnaire majoritaire de cette entreprise technologique avait toujours été la défunte mère d'Evelyne. Avant de décéder, sa mère avait laissé une fiducie stipulant que les actions seraient automatiquement acquises et transférées à Evelyne pour son 30e anniversaire. Il y a 3 jours, Evelyne a eu 30 ans. Charles sentit ses os se dérober. Il glissa le long du cadre de la porte et s'effondra sur le sol. Il se souvint maintenant. Il y a 3 jours, alors qu'il accompagnait Chloé pour son échographie 4D, son téléphone avait sonné 7 ou 8 fois. C'était Evelyne. Trouvant cela ennuyeux, il avait simplement éteint son téléphone. Charles ouvrit la bouche, sa voix aussi rauque que du papier de verre, et demanda des nouvelles de sa carte noire supplémentaire illimitée. La voix de Thomas était complètement vidée d'énergie. Il révéla qu'il y a 3 jours, à la boutique de luxe hors taxe de l'aéroport, Evelyne avait passé la carte supplémentaire pour acheter une montre Patek Philippe de 500 000 euros. Lorsque la banque avait appelé Charles pour autoriser la charge massive, son téléphone était éteint. Sur la base de ses autorisations générales précédentes, la banque l'avait validé. Actuellement, le solde disponible sur le compte principal de Charles était inférieur à 8 000 euros. Charles bondit sur ses pieds, levant son téléphone pour le briser contre le sol. Il s'arrêta en l'air parce qu'il vit M. Giraud, le gérant de l'association des propriétaires du quartier de Bellevue, marcher vers lui. M. Giraud s'approcha avec un sourire professionnel, tenant une enveloppe en papier craft. Il salua Charles,
disant que c'était pratique de le croiser. Le nouveau propriétaire du manoir avait finalisé le transfert de titres cet après-midi et avait demandé à Charles de retirer ses effets personnels du garage dans les 2 heures. Le nouveau propriétaire avait également l'intention de révoquer son accès aux 2 places de parking visiteurs de la propriété. Charles le regarda, demandant qui était le nouveau propriétaire. Monsieur Giraud lui tendit l'enveloppe, déclarant que c'était sa femme, Evelyne Duval. Il y a 3 jours, elle avait vendu la maison à une SARL dont elle détenait les droits de gestion exclusifs. La transaction avait été finalisée cet après-midi. Légalement, Charles n'avait plus aucune revendication sur la propriété. Charles prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient si violemment qu'il pouvait à peine l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une copie impeccable du nouveau titre de propriété. Sous la colonne propriétaire, il était indiqué une entité corporative. Sous la colonne membre gérant, 3 mots en gras se distinguaient. Evelyne Duval. Charles fixa ce nom. Dans son esprit, il vit l'image d'Evelyne le saluant à la porte chaque fois qu'il rentrait chez lui au cours des 3 dernières années. Elle était toujours soumise, toujours endurante, demandant discrètement s'il avait faim ou voulait dîner. Il avait sincèrement cru que cette femme ne pourrait pas survivre sans lui. Il avait pensé que toute sa docilité était due au fait qu'elle n'osait pas partir. Il s'était trompé. Charles éclata soudain de rire. Il rit et rit jusqu'à ce que le son se transforme en sanglots rauques. Il s'effondra devant la porte qu'il ne pouvait plus ouvrir. Son téléphone sonna. C'était une note vocale e-message de Chloé. Faisant la douce, lui demandant de lui acheter des croissants à la boulangerie française du centre-ville le lendemain matin en venant. Charles fixa la note vocale, son pouce planant au-dessus de l'écran, incapable d'appuyer. La caméra de sécurité au-dessus du porche pivota légèrement, capturant son état pathétique. À 10 000 mètres de là, à l'aéroport de Zurich en Suisse, une femme vêtue d'un trench coat camel tenait la main d'un garçon de 4 ans alors qu'il sortait du hall des arrivées. Le garçon leva les yeux et demanda s'il ne revenait jamais. La femme se pencha, ajusta son écharpe et sourit. Elle lui dit bien sûr qu'il reviendrait. Une fois qu'elle aurait terminé de régler certaines affaires là-bas, il reviendrait dans une gloire absolue. Se relevant, elle sortit son téléphone. Elle regarda la notification sur son écran confirmant le dépôt de la vente de la maison de 15 millions d'euros et la transaction de la montre de 500 000 euros. Un lent sourire se répandit sur ses lèvres. Evelyne mit le téléphone dans sa poche, prit la main de Léo et marcha avec confiance sous le soleil d'automne vif de Zurich. À 8000 miles de là, Charles était toujours assis devant le portail du manoir qui ne lui appartenait plus. Le ciel était sombre et suffocant. À l'intérieur de l'enveloppe à côté de lui, glissée derrière le titre de propriété, se trouvait une fine feuille de papier. Imprimés en haut, les mots « requête en dissolution de mariage ». Au bas de la page, la signature d'Evelyne était nette, décisive, et portait même une pointe d'acuité vindicative. La date du document était 3 jours auparavant. L'après-midi exact où il avait éteint son téléphone pour assister à l'échographie de Chloé. Charles serra les papiers du divorce si fort que les bords tranchants du papier lui rentrèrent douloureusement dans la paume. Il comprit enfin quelque chose. Cette femme ne l'avait jamais attendu pour le dîner. Elle attendait simplement le moment où il lâcherait complètement prise. Charles resta assis par terre pendant 2 heures complètes. Monsieur Giraud passa 2 fois pour le presser, déclarant que l'équipe de nettoyage en profondeur du nouveau propriétaire était sur le point d'arriver et lui demandant de partir immédiatement. Charles se leva, ses genoux claquèrent, ses jambes si engourdies qu'il pouvait à peine se tenir debout. Il plia les papiers du divorce, les fourra dans sa poche, jeta un dernier regard au manoir où il avait vécu pendant 3 ans, et se tourna vers le garage. Sa Maybach était toujours garée là. Le nouveau propriétaire n'avait pas touché sa voiture, mais la Porsche rouge qui était garée à côté avait disparu. C'était la voiture d'Evelyne. Charles monta sur le siège conducteur de sa Maybach et resta là, étourdi, pendant un long moment. Il se souvint soudain que la Porsche rouge avait été achetée l'année où Evelyne l'avait épousée. Elle avait payé la compte elle-même. À l'époque, il avait trouvé cela ridicule, se moquant d'une femme mariée insistant pour acheter sa propre voiture. Evelyne avait juste souri et dit que dépenser son propre argent lui procurait la paix de l'esprit.
Penser à la vraie signification de ces mots maintenant donna des frissons à Charles. Il quitta Bellevue sans savoir où aller. Il n'avait aucun désir de voir Chloé à ce moment-là et son esprit était trop chaotique pour aller au bureau. Finalement, il conduisit jusqu'au domaine de ses parents à Neuilly-sur-Seine. Son père, Richard Beaumont, et sa mère, Marguerite Beaumont, y vivaient. Charles entra. Marguerite était en train d'arranger des fleurs. Le voyant rentrer à cette heure, elle parut légèrement surprise et demanda pourquoi il était de retour si tôt, s'enquérant d'Evelyne et de Léo. Charles enleva sa veste de costume, la jeta sur le canapé et dit qu'ils étaient partis. La main de Marguerite, tenant les ciseaux à fleurs, se figea. Elle demanda ce qu'il voulait dire par partie. Charles s'effondra sur le canapé, inclinant la tête en arrière pour regarder le plafond. Il expliqua qu'Evelyne avait vendu le manoir, emmené Léo à l'étranger et lui avait laissé des papiers de divorce à signer. Marguerite posa les ciseaux et vint s'asseoir en face de lui. Elle soupira profondément. Elle lui rappela combien de fois elle l'avait averti qu'Evelyne n'était pas une personne à prendre à la légère. Elle lui rappela le statut de la défunte mère d'Evelyne dans le monde des affaires. Même si sa mère était partie, le réseau de la famille Duval restait. Elle demanda s'il pensait vraiment qu'Evelyne oublierait sa froideur au fil des ans. Charles se redressa brusquement, exigeant de savoir ce que sa mère voulait dire. Il demanda si elle savait qu'Evelyne allait partir. Marguerite soupira à nouveau, disant qu'elle ne savait pas qu'Evelyne irait à cet extrême, mais elle savait qu'Evelyne finirait par partir. Elle demanda à Charles s'il pensait qu'Evelyne ne connaissait pas la maîtresse, Chloé, qu'il entretenait à l'extérieur. Elle demanda s'il pensait qu'Evelyne ne réalisait pas qu'ils n'avaient pas partagé le même lit depuis 3 ans. Quand Evelyne était enceinte de Léo, Charles n'avait jamais assisté à un seul rendez-vous prénatal. Quand elle était en travail, il était dehors à organiser une fête d'anniversaire pour Chloé. Evelyne n'avait jamais parlé de ces choses, mais elle avait enregistré chaque dette dans son cœur. Le visage de Charles pâlit. Il se souvenait de ces événements, bien sûr, mais il avait toujours senti que cela n'avait pas d'importance. Evelyne avait un caractère doux et n'élevait jamais la voix. Il pensait qu'elle pouvait tout accepter. Il pensait qu'elle endurerait cela toute sa vie. Marguerite regarda l'expression de son fils et secoua la tête. Elle lui dit d'arrêter de faire une mine pitoyable et lui demanda d'aller vérifier les tiroirs de son ancien bureau à l'étage. Elle dit que tout ce qu'Evelyne lui avait laissé était là. Marguerite l'avait vu quelques jours auparavant en nettoyant la pièce. Elle lui dit que s'il avait pris la peine d'en ouvrir un seul, il n'aurait pas été pris au dépourvu aujourd'hui. Charles bondit et sprinta à l'étage. Son ancien bureau était au bout du couloir du 2e étage. En poussant la porte, il vit que le bureau et les armoires avaient été complètement nettoyés. Tous les documents étaient empilés proprement. Il ouvrit le 3e tiroir à gauche. À l'intérieur se trouvaient 3 carnets reliés en cuir marron. Charles prit le carnet du haut et l'ouvrit. La première page était datée du 2e mois après leur mariage. Il n'y avait qu'une seule ligne. Ce soir, il n'est pas rentré à nouveau. J'ai mangé seul et j'ai eu des douleurs à l'estomac. Je me demande si c'est à cause de l'injection à la clinique hier. Le médecin m'a dit de me reposer au lit pendant 3 jours. Je ne lui ai pas dit. Même si je l'avais fait, il s'en ficherait. Charles tourna quelques pages. Page 3. Je suis allé à un examen prénatal aujourd'hui. Le médecin a demandé où était ma famille. J'ai dit que mon mari était en voyage d'affaires. On m'a prélevé 5 fioles de sang seul. Sur le chemin du retour, j'ai eu le mal des transports et j'ai vomi dans l'Uber. Le chauffeur a exigé des frais de nettoyage de 200 €. Je lui ai envoyé un texto et il a transféré l'argent sans même demander pourquoi je devais payer des frais de nettoyage. Page 5. Léo sait dire « papa » maintenant. J'ai enregistré une vidéo et la lui ai envoyée. Il a répondu par une lettre. J'ai fixé ce cas pendant une demi-heure, puis j'ai supprimé la vidéo. Page 15. Je me suis réveillée à minuit avec une fièvre de 39 degrés. Je l'ai appelé et il a décroché. J'ai entendu une femme rire en arrière-plan. Il a dit qu'il recevait des clients et m'a dit d'appeler le médecin de famille.
J'ai raccroché et j'ai pris du Tylenol moi-même. Le matin, la fièvre est tombée et mon cœur est devenu froid. Page 23. Il m'a surprise en train de regarder son téléphone. Il m'a dit, Evelyne, tu ferais mieux de connaître ta place. Je te fournis des maisons, des voitures et de l'argent. Ne pousse pas ta chance. Je n'ai rien dit. Je me suis juste demandé ce qu'il voulait dire par fournir. Voulait-il dire le siège passager de sa voiture où personne n'est autorisé à s'asseoir, ou les pantoufles dans la maison qui n'ont toujours qu'une seule paire? Page 40. Il est rentré ivre aujourd'hui et m'a serré dans ses bras, m'appelant Chloé. Je lui ai dit qu'il se trompait de personne. Il m'a giflé et a demandé comment j'osais lui répondre. La gifle n'était pas forte, mais je n'ai pas pu dormir. Au milieu de la nuit, j'ai sorti la carte noire supplémentaire qu'il avait laissée sous mon oreiller. Je n'ai pas dépensé un sou. Je l'ai juste fixée. Je l'ai fixée toute la nuit. Charles tourna la dernière page. L'écriture ici était beaucoup plus désordonnée, écrite à la hâte. La dernière entrée disait, « Aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de Léo, il a appelé. » J'ai pensé qu'il souhaitait un joyeux anniversaire à Léo. Au lieu de cela, il m'a dit que Chloé était enceinte et m'a dit d'être intelligente et de déménager seule. J'ai dit « D'accord. » Il pense probablement que je joue à l'indifférente. Il ne sait pas que j'ai déjà parfaitement réfléchi à tout cela. Pour mes 30 ans, je prendrai Léo et je partirai. Maison, voiture, argent. Je les prendrai moi-même. Je n'ai pas besoin qu'il me mette à la porte. La date était 2 mois auparavant. Charles ferma le carnet, ses mains tremblant si violemment qu'il pouvait à peine le tenir. Il s'effondra sur le sol du bureau, s'appuyant contre la bibliothèque, son esprit rejouant les mots du carnet en boucle infinie, prélever 5 fioles de sang seul, vomir dans l'Uber, la fièvre de 39 degrés, la serrer dans ses bras en appelant le nom de Chloé, la gifle. Il leva la main et toucha son propre visage. Cette gifle avait atterri sur son visage. Il avait été si ivre qu'il ne s'en souvenait pas, mais il se souvenait de s'être réveillé le lendemain matin et d'avoir remarqué qu'un côté du visage d'Evelyne était rouge. Quand il avait demandé ce qui s'était passé, elle avait dit qu'elle avait mal dormi et il l'avait cru. Charles baissa les yeux vers le carnet dans ses mains. Sur la couverture, il y avait une petite tache marron, comme la trace d'une larme séchée. Il serra le carnet contre sa poitrine, pressa son front contre ses genoux, et ses épaules tremblèrent violemment. En bas, Marguerite entendit un bruit sourd à l'étage, comme quelque chose qui tombait sur le sol. Elle ne monta pas. Elle prit son téléphone et envoya un message à Evelyne. « Je suis au courant de ton voyage à l'étranger. Prends soin de toi. » 10 minutes plus tard, une réponse arriva. « Merci, maman. Prends soin de ta santé. » Marguerite fixa ces 2 mots. Maman. Pendant 3 ans, Evelyne l'avait appelée ainsi avec une sincérité absolue. Elle pensa à son fils coupable et à toutes ses fautes au fil des ans. Elle savait qu'elle ne pouvait pas arrêter cela. Alors, elle avait secrètement aidé Evelyne à glisser tous les albums photos d'enfance de Léo dans sa valise avant qu'elle ne parte. Elle n'avait pas dit un mot à l'époque. Evelyne l'avait serrée dans ses bras et avait dit « Merci ». Cette étreinte avait été chaleureuse. Marguerite s'en souvenait encore. Le son des sanglots brisés de Charles résonnait faiblement d'en haut. Marguerite ferma les yeux et posa son téléphone face contre la table. Bien fait pour lui, pensa-t-elle avant de laisser échapper un long soupir. Il était son fils biologique, pourtant elle ne pouvait se résoudre à lui offrir un seul mot de réconfort. Dans le bureau, Charles empila les 3 journaux, ses phalanges blanchissant alors qu'il en serrait les bords. Son téléphone sonna. C'était une autre note vocale de Chloé. Il appuya sur lecture en haut-parleur. Sa voix douce et plaintive résonna dans la pièce vide, demandant s'il pouvait venir parce qu'elle avait mal au ventre. Charles fixa le téléphone. Il se souvint soudain d'une ligne du journal. Je l'ai appelé et il a décroché. J'ai entendu une femme rire en arrière-plan. Il reconnut ce rire maintenant. C'était Chloé. Il posa son téléphone face contre le sol, sans répondre ni rappeler. Il rouvrit le journal et revint à la dernière page pour regarder de plus près.
Sous ce paragraphe de texte désordonné, il y avait une toute petite ligne qu'il avait manquée auparavant. Le petit texte disait « Charles, je t'ai attendu 3 ans pour que tu changes. Le jour où tu le feras enfin, je te jetterai ces 3 journaux à la figure et te dirai que Léo ne porte pas le sang des Beaumont. Devine de qui il est le fils ?» Les yeux de Charles s'écarquillèrent d'horreur. Il feuilleta furieusement les pages, lisant chaque mot sur les examens prénataux. Les jours où elle y allait seule, l'après-midi où Léo l'a appelé papa pour la première fois, et l'après-midi où il a répondu par un simple cas. Le petit visage de Léo lui apparut à l'esprit. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment regardé de près les yeux de Léo. Il avait toujours supposé que le garçon lui ressemblait un peu, mais en essayant de l'imaginer maintenant, il réalisa que la ressemblance n'était qu'un mensonge subconscient qu'il se racontait. Charles bondit sur ses pieds. Son téléphone tomba au sol, brisant l'écran. Il fixa cette minuscule ligne de texte pendant 5 minutes entières, son esprit complètement vide. Pas son fils. Cette femme avait élevé un enfant qui n'était pas le sien, vivant sous son nez pendant 4 ans. Il avait payé la pension alimentaire chaque mois et acheté des cadeaux d'anniversaire. Chaque fête, lorsque son père exigeait une photo de famille, Charles se tenait à l'écart avec un air impatient sur le visage. Il avait supposé que c'était sa propre chair et son sang. Charles s'agenouilla lentement. Il ramassa son téléphone brisé et appela son assistant, Thomas. Lorsque l'appel fut connecté, la voix de Charles était aussi rauque que s'il avait survécu à une grave maladie. Il ordonna à Thomas d'enquêter sur quelque chose pour lui. Thomas demanda de quoi il s'agissait. Charles prit une profonde inspiration et demanda les dossiers de naissance de Léo. Chaque hôpital, chaque dossier pour savoir qui était le père biologique. Il y eut un silence de 3 secondes sur la ligne. Thomas demanda si Charles était absolument sûr de vouloir enquêter là-dessus, le prévenant que la vérité pourrait ne pas être bonne pour lui. Charles rugit, lui disant de le faire. Thomas soupira. Il confessa qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas osé lui dire. Avant de partir, Evelyne avait envoyé un message à Thomas, disant que si Charles voulait un jour enquêter sur la parenté du jeune maître, il devrait lui donner un document spécifique. C'était un rapport de test de paternité ADN. Le test avait été effectué 7 jours après la naissance du garçon en utilisant des échantillons de Léo et de Charles. Le résultat excluait toute relation biologique. Le téléphone brisé glissa de la main de Charles, s'écrasant sur le sol en marbre. L'écran devint complètement noir. Il glissa le long de la bibliothèque et s'effondra sur le sol. Le plafonnier vacilla, le rendant étourdi. Il s'est avéré qu'elle avait tout gardé. Elle avait tout préparé. Pendant 3 ans, la femme obéissante qui l'attendait à la porte chaque jour avait compté silencieusement les jours. Elle ne l'attendait pas pour qu'il rentre à la maison. Elle attendait le jour où elle n'aurait plus jamais besoin qu'il rentre à la maison. Charles se réveilla alors qu'il faisait déjà jour. Il tremblait. La climatisation du bureau s'était éteinte et la fenêtre était ouverte, laissant entrer le vent d'automne mordant. Il se redressa, le dos aussi raide qu'une planche. Son téléphone brisé ne s'allumait plus. Il trouva le téléphone fixe sur le bureau et appela Thomas. Thomas répondit rapidement, l'air soulagé que Charles ait enfin appelé. Il déclara qu'il y avait un problème majeur à l'entreprise. Charles se frotta les tempes en demandant quel était le problème. Thomas expliqua que le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence pour 9 heures et que tous les directeurs étaient tenus d'y assister, y compris Evelyne. La main de Charles se figea. Il demanda comment Evelyne pouvait assister à une réunion du conseil depuis la Suisse. Thomas parut mal à l'aise, expliquant qu'elle avait arrangé pour se joindre par vidéoconférence. Avec seulement 40 minutes avant la réunion, Thomas pressa Charles de se dépêcher. Charles se leva, s'étira et dit qu'il était en route. Il conduisit 40 minutes jusqu'à la tour de Beaumont Entreprises dans le centre-ville de Los Angeles. La réceptionniste le regarda étrangement, ouvrant la bouche pour parler, mais s'arrêtant. Charles l'ignora et se dirigea directement vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, il aperçut la réceptionniste passer un coup de fil discret, murmurant « Il est là ». Charles fronça les sourcils en atteignant l'étage exécutif.
Le couloir était calme et les portes de la salle de conférence étaient fermées. Il les poussa et entra. 6 ou 7 personnes étaient déjà assises, tous des directeurs principaux de Beaumont Entreprises, des hommes âgés qui lui étaient habituellement incroyablement déférents. Aujourd'hui, alors qu'il entrait, personne ne le salua. Charles se dirigea vers son siège à la tête de la table et demanda de quoi il s'agissait, notant qu'il n'avait pas reçu de préavis. Directeur Morin, assis à côté de la place du président, s'éclaircit la gorge et dit que la réunion était destinée à l'informer de 2 développements majeurs. Directeur Morin tapota une tablette sur la table. L'énorme écran du projecteur à l'avant de la pièce s'alluma, affichant une fenêtre de vidéoconférence. À l'écran était assise Evelyne dans un bureau moderne et lumineux. L'arrière-plan présentait d'immenses baies vitrées donnant sur les montagnes enneigées de Zurich. Elle portait un col roulé gris élégant, ses cheveux tirés en un chignon impeccable, son maquillage léger, et son teint éclatant. À côté d'elle était assis un homme d'âge moyen en costume impeccable et lunettes à monture dorée avec une pile de documents à côté de lui. Charles fixa Evelyne à l'écran pendant 3 secondes, sentant soudain qu'elle était une complète étrangère. Il avait regardé ce visage pendant 3 ans, mais il n'avait jamais vu la lumière vive et confiante dans ses yeux lorsqu'elle était à la maison. Evelyne sourit à la caméra et salua les directeurs. Les directeurs répondirent chaleureusement, leur enthousiasme faisant froncer les sourcils de Charles. Directeur Morin prit la parole, l'appelant PDG Duval et suggérant de commencer. Charles tourna brusquement la tête vers le directeur Morin, exigeant de savoir comment il l'avait appelé. Surpris mais gardant son calme, directeur Morin expliqua qu'il y a 3 jours, Evelyne avait officiellement pris possession de 37,5% des actions de Beaumont Entreprises, faisant d'elle le plus grand actionnaire de la société. Conformément au statut de l'entreprise, le plus grand actionnaire avait le droit de nommer le PDG exécutif et de participer aux décisions de gestion quotidiennes. Par conséquent, il l'appelait maintenant PDG Duval. Charles se sentit comme s'il avait été cloué à sa chaise. Il cria que la société avait été fondée par son père et que les actions étaient détenues par sa famille. Comment pouvait-elle posséder 37,5%? Directeur Morin l'interrompit, expliquant que les actions provenaient de la mère de Charles, Marguerite Beaumont. Il y a 3 jours, Marguerite avait légalement transféré toutes ses actions à Evelyne pour une compensation monétaire nulle. Les formalités légales avaient déjà été réglées, et Charles pouvait les consulter quand il le souhaitait. L'esprit de Charles explosa. Sa mère avait donné ses actions à Evelyne. Il se rappela soudain le ton nonchalant de Marguerite la veille, lui disant de vérifier les tiroirs de son bureau. Elle avait parlé si désinvolture parce qu'elle savait que toute découverte qu'il ferait serait inutile. Charles fixa le visage détendu d'Evelyne à l'écran, le sang lui montant à la tête. Il l'accusa d'avoir épousé la famille Beaumont juste pour voler les actions de sa mère, demandant ce qu'elle prévoyait d'autre de faire. Evelyne offrit un léger sourire, entièrement différent de ceux auxquels il était habitué. Elle déclara que sa mère avait transféré les actions volontairement, équitablement et légalement. Elle l'invita à consulter un avocat s'il en doutait. Evelyne poursuivit, déclarant qu'elle avait convoqué la réunion du conseil pour 2 raisons. Premièrement, en tant qu'actionnaire majoritaire, elle proposait officiellement une assemblée extraordinaire des actionnaires pour restructurer le conseil d'administration exécutif. Deuxièmement, elle marqua une pause, prit un dossier et tourna une page. Deuxièmement, citant l'article 14, section 3 des statuts de l'entreprise, l'actionnaire majoritaire avait le droit de proposer la révocation immédiate du PDG actuel dans des circonstances spéciales. Elle déclara que Charles Beaumont avait commis une grave mauvaise gestion et une faute personnelle grave qui avait nui à la réputation de l'entreprise. Les documents justificatifs avaient déjà été envoyés par email à tous les directeurs. Charles frappa la main sur la table, le bruit fort résonnant dans la pièce. Il lui cria d'arrêter de dépasser les bornes, se vantant d'avoir travaillé à l'entreprise pendant 10 ans et qu'elle ne pouvait pas le virer sur un coup de tête. Evelyne l'ignora, calmement, disant au directeur d'ouvrir les pièces jointes des emails. Un chœur de sonnerie de notification remplit la salle de conférence. Les directeurs regardèrent leurs appareils, leurs expressions changeant radicalement. Directeur Morin lut la première page et jeta à Charles un regard qui communiquait clairement qu'il pensait que Charles était absolument inutile.
Charles se pencha et arracha l'iPad du directeur Morin. L'écran affichait une photo de Charles et Chloé s'embrassant dans le hall d'un hôtel de luxe. L'horodatage était 3 mois auparavant. Sous la photo se trouvait une copie du rapport de dépenses d'accueil de l'entreprise datant de la même date exacte. Le montant était de 28 600 €, détournant des fonds de l'entreprise pour emmener sa maîtresse dans un hôtel construit sous le budget d'accueil du service commercial. Le sang de Charles se glaça. Il avait l'habitude de penser que ce n'était pas grave. L'entreprise était à lui, alors dépenser son propre argent et le faire passer en frais était bien. Personne n'oserait le questionner. Mais il avait oublié qu'Evelyne était maintenant assise à la place de l'actionnaire majoritaire. La voix d'Evelyne résonna calmement des haut-parleurs. Elle mentionna qu'elle avait également 3 vidéos de surveillance, mais qu'elle ne voulait pas faire perdre de temps au conseil en les diffusant. L'essentiel était que pendant son mandat, Charles avait utilisé les ressources de l'entreprise pour des dépenses personnelles somptueuses, estimées préliminairement à plus de 2 millions d'euros. Conformément au statut de l'entreprise, il était tenu de fournir une restitution intégrale. Charles lança des regards furieux à Evelyne à l'écran, l'accusant de faire tout cela juste par vengeance. Evelyne le regarda, son expression complètement indifférente. Elle déclara qu'elle ne cherchait pas la vengeance. Elle exerçait simplement ses droits légaux en tant que plus grand actionnaire. L'argent qu'il avait dilapidé au fil des ans faisait techniquement partie des capitaux propres que sa mère lui avait transférés. Alors le réclamer était tout naturel. Elle baissa les yeux vers le dossier et continua, énumérant ses échecs professionnels, causant une baisse du bénéfice net de l'entreprise de 42% en 3 ans, déclenchant un taux de rotation de 60% parmi les cadres supérieurs, nuisant à la réputation de la marque avec ses scandales personnels. Ignorant les demandes du conseil, et manquant cette réunion trimestrielle consécutive. Elle réitéra qu'elle n'avait pas besoin de vengeance. Les faits parlaient d'eux-mêmes. La salle de conférence était si silencieuse qu'on pouvait entendre le ronronnement du système de ventilation. Charles resta là, la sueur coulant le long de ses tempes. Il réalisa soudain qu'aucun des directeurs n'avait dit un seul mot pour sa défense. Ces hommes s'inclinaient et l'appelaient Monsieur Beaumont. Maintenant, il parcourait le dossier d'Evelyne, leur visage disant clairement qu'il était fini. Charles serra les poings, arguant que même si elle avait raison, les actionnaires n'avaient pas encore voté, ce qui signifiait qu'il était toujours le PDG, et que sa convocation de cette réunion était un abus de pouvoir. Evelyne sourit. Elle clarifia que c'était une réunion du conseil d'administration d'urgence qu'elle avait le droit de convoquer. De plus, elle leva une feuille de papier affichant les signatures de plus des 2/3 des directeurs en exercice approuvant son renvoi immédiat. Elle l'informa qu'à partir de ce moment, il n'était plus le PDG. Charles vit les signatures. Directeur Morin, directeur Bernard, directeur Roux, des hommes qu'il avait suivis pendant des années. Charles les regarda. Directeur Morin évita son regard. Directeur Bernard fixa son téléphone. Directeur Roux se leva, marmonna qu'il avait besoin d'une cigarette et bouscula l'épaule de Charles en sortant. Charles resta seul dans la salle de conférence à moitié vide. L'image d'Evelyne restait sur le projecteur, l'observant silencieusement comme une étrangère. Il lui demanda quand elle avait commencé à planifier cela. Elle répondit qu'il y a 3 ans, quand elle était enceinte de Léo, il était à l'étranger pour célébrer l'anniversaire d'une autre femme. En rentrant d'un rendez-vous prénatal, elle réalisa qu'elle ne l'avait pas épousé pour être un trophée. Puisqu'il la traitait comme rien, elle décida de lui arracher tout ce qu'il appréciait le plus, pièce par pièce, en prenant son temps. Evelyne ferma son dossier, offrit un sourire poli à la caméra et salua les directeurs restants. La fenêtre vidéo s'éteignit. Charles resta seul dans l'immense salle de conférence, les lumières vives l'épinglant au sol. Il n'avait pas apporté son téléphone portable, alors il prit le téléphone de la salle de conférence et appela Thomas. Quand il fut connecté, il ordonna à Thomas de faire immédiatement une vérification des antécédents de tous les actifs d'Evelyne et de savoir exactement quelle part de la richesse de la famille Beaumont elle contrôlait. Thomas resta silencieux un instant avant d'admettre qu'il y avait autre chose qu'il ne lui avait pas dit. Avant de partir, Evelyne avait passé un accord avec Thomas. Elle lui avait offert 3 ans de salaire plus une maison en échange de sa pleine coopération au cours des 3 derniers mois.
Elle avait préparé cela pendant 3 mois. Elle avait obtenu toutes les preuves, tous les dossiers et tous les contacts bien à l'avance. Tout ce que Thomas avait dit à Charles hier avait été scénarisé par Evelyn, y compris le test ADN, la vente du manoir et les cartes gelées. Charles hurla, exigeant de savoir ce que cela incluait d'autre. Thomas répondit calmement que cela incluait la déclaration de vol de la carte SIM du téléphone principal de Charles 2 jours auparavant. Son téléphone portable actuel n'avait absolument aucun service. Les messages que Thomas lui avait envoyés l'étaient via un numéro de secours qu'Evelyn avait fourni. Charles baissa les yeux sur son téléphone brisé. Il n'avait aucune barre. Il comprit enfin que toutes ses lignes de communication avec le monde extérieur avaient été systématiquement coupées. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. 2 représentants des ressources humaines entrèrent, portant des cartons. Une jeune femme l'informa poliment que la PDG du Val leur avait demandé de lui faire emballer ses effets personnels. Comme le bureau était prévu pour un remodelage cet après-midi, alors que Charles se tenait dans la pièce vide, le téléphone du bureau sonna à nouveau, il décrocha. Une voix masculine étrange demanda Monsieur Charles Beaumont, s'identifiant comme un représentant du département Visa et Conformité financière du consulat suisse aux États-Unis. Il informa Charles qu'Evelyn Duval avait soumis une requête d'urgence avec un soutien légal pour geler tous les comptes bancaires internationaux à son nom. Charles laissa tomber le téléphone. Des agents de sécurité l'escortèrent hors du bâtiment de Beaumont Entreprises. Ses effets personnels furent fourrés dans un seul carton. Il contenait un stylo-plume qu'il avait utilisé pendant 3 ans, 2 boîtes de cartes de visite et une photo encadrée. La photo était de lui, Richard et Marguerite prises dans la cour de leur domaine de Neuilly-sur-Seine. Sur la photo, Charles souriait distraitement. Marguerite se tenait à côté de lui. Richard était assis devant. À l'époque, le vieil homme n'avait pas eu son AVC et avait l'air vif. Charles avait gardé cette photo sur son bureau pendant 3 ans sans jamais vraiment la regarder. L'agent de sécurité lui enfonça la boîte dans la poitrine et lui dit de partir rapidement car des clients attendaient dans le hall. Charles se tenait devant la tour de l'entreprise, tenant sa boîte. Des employés passaient à toute vitesse devant lui, aucun ne s'arrêtant pour lui demander s'il allait bien. Des gens qui s'inclinaient autrefois pour le saluer l'évitaient maintenant comme la peste. Il resta debout dans le vent pendant 10 minutes avant de se souvenir que sa voiture était dans le garage souterrain, mais il avait perdu ses clés dans le chaos. Il vérifia toutes ses poches. Rien. Il utilisa un téléphone public pour appeler le bureau de Thomas. Une femme répondit, l'informant que Thomas avait commencé ses vacances annuelles payées. Charles exigea qu'elle lui passe Thomas. La femme marqua une pause, puis dit que Thomas avait explicitement demandé que si Monsieur Beaumont appelait. Ce n'était pas un moment opportun pour répondre. Elle raccrocha. N'ayant pas d'autre option, Charles élait un taxi pour le domaine de ses parents à Neuilly-sur-Seine. Le chauffeur ne cessait de le regarder dans le rétroviseur, mais ne dit rien. Charles s'appuya contre la vitre, son esprit bouillonnant comme une marmite de chaos. Quand il entra, il appela sa mère. Marguerite sortit de la cuisine, les mains couvertes de farine. Voyant son état ébouriffé, elle ne montra aucune surprise, lui demandant simplement s'il avait mangé. Charles posa sa boîte sur la table basse et exigea de savoir pourquoi elle avait donné les actions à Evelyn. Marguerite essuya ses mains et déclara qu'à 63 ans, elle voyait les choses clairement. Elle jura que si l'enfant dans le ventre de Chloé était vraiment celui de Charles, elle se couperait la tête et le laisserait le frapper comme un ballon de football. Charles se figea, demandant ce qu'elle voulait dire. Marguerite ricana, demandant s'il pensait qu'elle et son père victimes d'un AVC étaient séniles. La lignée familiale Beaumont était cruciale. Elle avait enquêté sur Chloé. La chronologie de la grossesse ne correspondait pas et les paroles de Chloé étaient à 90% des mensonges. La tête de Charles bourdonnait. Il demanda pourquoi elle avait quand même donné les actions à Evelyn. Marguerite expliqua que depuis l'AVC de Richard, Charles avait pris le relais. Il savait exactement ce qu'il avait fait. 3 ans de pertes massives. Si elle le laissait continuer, l'héritage Beaumont serait détruit. Evelyn avait de l'intelligence et des compétences. Lui donner les actions signifiait sauver l'entreprise. Les donner à Charles signifiait juste les jeter dans le trou noir de sa maîtresse.
Charles se leva, arguant qu'Evelyne était sa femme. Mais elle avait pris l'entreprise et demandé le divorce, ce qui signifiait que la famille Beaumont perdait tout. Quoi qu'il en soit, Marguerite le regarda pendant quelques secondes et rit amèrement. Elle fit remarquer qu'il l'appelait toujours sa femme. Quand il la laissait seule pour ses examens prénataux, l'appelait-il sa femme? Quand il mettait Chloé sur le siège passager de sa voiture, appelait-il Evelyne sa femme? Quand il refusait de rentrer pour Thanksgiving, obligeant Evelyne à amener Léo seul au domaine, l'appelait-il sa femme? Charles resta sans voix. Marguerite ôta son tablier, le jeta sur le canapé et s'assit. Sa voix devint calme. Elle lui dit honnêtement qu'Evelyne avait été vraiment bonne avec elle. Quand Richard fut hospitalisé pendant 6 mois alors que Charles était sorti avec Chloé, c'est Evelyne qui était à l'hôpital tous les jours, s'occupant de tout le sale travail de le soigner sans une seule plainte. Elle demanda à Charles de se regarder dans le miroir et de se demander ce qu'il avait jamais fait pour Evelyne. Charles ne trouva pas un seul mot à dire. Marguerite continua, révélant qu'avant de partir, Evelyne avait demandé les actions. Evelyne avait dit qu'elle voulait utiliser la marque Beaumont pour accomplir certaines choses. Elle avait promis de ne pas maltraiter la famille Beaumont et garantissait que leur versement de dividendes ne serait pas réduit d'un seul centime. Evelyne avait également dit à Marguerite une autre chose qu'elle n'avait pas initialement prévu de partager avec Charles. Charles regarda sa mère dans les yeux et demanda ce que c'était. Marguerite révéla qu'Evelyne avait dit que l'enfant dans le ventre de Chloé faisait partie d'une escroquerie mise en œuvre par une actrice qu'elle avait embauchée pour le tromper. Charles resta paralysé comme frappé par la foudre. Il demanda ce qu'elle voulait dire. Marguerite confirma qu'il n'avait pas mal entendu. Chloé était arrangée par son assistant Thomas. Thomas travaillait pour Evelyne. Elle avait posé ce piège à côté de lui il y a 3 ans, attendant qu'il tombe complètement avant de tirer le filet pour récupérer tout ce qui lui appartenait. Charles s'effondra sur le canapé, le visage livide. Ainsi, pendant 3 ans, toutes les paroles douces qu'il murmurait à Chloé, chaque fois qu'il virait de l'argent pour une maison, une voiture ou un sac de créateur, chaque fois qu'il éteignait son téléphone pour assister à une fausse consultation, tout cela était sous la surveillance d'Evelyne. Elle l'avait regardé entrer dans la tombe, avait nonchalamment pelleté de la terre sur sa tête et avait attendu qu'il touche le fond avant de l'enterrer complètement. Charles réalisa soudain autre chose. Il se tourna vers Marguerite et demanda qui était le vrai père de Léo. Marguerite resta silencieuse pendant un long moment avant de dire qu'elle avait essayé d'enquêter, mais Evelyne avait utilisé les anciennes relations de sa mère pour effacer les dossiers. Tout ce qu'Evelyne voulait cacher, personne ne pouvait le déterrer. Mais Marguerite lui dit une chose. Ce garçon l'appelait grand-mère avec bien plus de sincérité qu'il n'avait jamais appelé Charles papa. Charles se cacha le visage dans les mains, voûté. Les paroles de sa mère étaient trop profondes parce qu'elles étaient vraies. Chaque fois que Léo l'appelait papa, sa voix était petite et timide, comme s'il avait peur de lui. Pourtant, Charles n'avait jamais assisté à une seule réunion parents-professeurs. Une fois, Evelyne l'avait appelé alors qu'il dînait avec Chloé, lui demandant s'il viendrait à la pièce de théâtre de Léo à l'école. Il avait dit qu'il était occupé. Plus tard, il avait vu une vidéo sur l'histoire Instagram d'Evelyne. Léo était déguisé en petit lion sur scène. Tous les autres enfants avaient des parents dans le public, mais à côté de la rangée vide de Léo, Evelyne était assise seule, enregistrant la vidéo et applaudissant fort dans l'auditorium vide. Charles avait juste aimé le message et avait continué à faire défiler. Il n'avait pas su que cette nuit-là, Evelyne avait emmené Léo prendre sa glace préférée. Et quand Léo avait demandé pourquoi papa n'était pas venu, elle avait promis qu'il viendrait quand il ne serait pas occupé. Mais maintenant Charles comprit qu'elle ne l'attendait pas pour être libre. Elle attendait d'être libre de lui. Charles leva les yeux, ses yeux terrifiants de sang. Il supplia sa mère de lui dire où était Evelyne et un moyen de la contacter. Marguerite se leva et se dirigea vers la cuisine, lui lançant par-dessus son épaule qu'Evelyne avait bloqué tous ses contacts et jeté son ancien numéro. Avant de partir, Evelyne avait dit à Marguerite qu'une fois qu'elle aurait réglé les choses à Zurich, elle reviendrait seule, et ce serait à Charles de voir s'il avait même le droit de se tenir devant elle. Alors Charles demanda quand elle reviendrait. Marguerite s'arrêta à la porte de la cuisine, se retourna et lui dit de deviner avant de claquer la porte. Charles resta seul dans l'immense salon.
Le soleil de Californie traversait les fenêtres, mais il avait froid. Il sortit son téléphone brisé, réussit à le rallumer et vit la note vocale que Chloé avait envoyée la nuit précédente. Il appuya sur lecture encore et encore. Finalement, il appela son numéro. Chloé répondit, utilisant toujours sa voix douce et plaintive. Elle se plaignit de lui manquer beaucoup et demanda pourquoi il n'avait pas répondu. Charles serra le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il exigea de savoir quelle était sa relation avec Thomas. La ligne resta silencieuse pendant 5 secondes. Quand Chloé parla à nouveau, l'acte de douceur avait disparu, remplacé par un ton froid et tranchant. Elle se moqua de lui, disant qu'il avait enfin compris. Elle admit que Thomas était son fiancé et qu'ils allaient enregistrer leur mariage le mois prochain. Elle transmit les remerciements de Thomas pour les généreux bonus de fin d'année au fil des ans, qui avaient suffi à payer l'acompte de leur nouvelle maison. Le visage de Charles s'assombrit. Chloé continua, lançant une autre bombe. Elle n'avait jamais été enceinte, et elle n'avait jamais couché avec lui. Elle était dégoûtée par son eau de Cologne. Evelyne l'avait payé une belle somme pour jouer un rôle, et elle avait pris l'argent facile. La voix de Charles trembla. Il demanda si elle lui avait menti depuis le début. Chloé rit joyeusement, se moquant de lui de penser qu'elle tomberait réellement amoureuse d'un reptile au sang-froid comme lui. Elle révéla qu'Evelyne avait préparé cela pendant 3 ans. Dès la première nuit où il était resté chez Chloé et n'était pas rentré, Evelyne avait commencé à rassembler des preuves. Chaque virement bancaire, chaque réservation d'hôtel, chaque reçu de cadeau, Evelyne avait tout. Elle lui dit d'aller voir les pages tendances et raccrocha. Charles essaya de rappeler, mais le numéro était déconnecté. Il resta figé pendant 10 minutes avant de bondir, de sortir en courant du domaine et d'héler un taxi pour l'appartement de Chloé. Quand il arriva, la porte était entr'ouverte, les placards étaient vides et tous les produits cosmétiques avaient disparu. Sur la table basse gisait une enveloppe qui lui était adressée. À l'intérieur se trouvait une carte de débit et une note. C'est le montant total que vous avez dépensé pour moi pendant 3 ans, 2 millions d'euros. Evelyne m'a dit de vous le rendre intégralement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de votre argent sale. Utilisez-le pour vous acheter un cercueil. Charles s'accroupit dans le salon vide, écrasant la carte de débit dans son poing. L'écran de son téléphone s'alluma soudainement. C'était une notification push de ex-PDG de Beaumont Entreprises évincée. Hilarant triangle amoureux, vidéo explicite de Charles Beaumont et Chloé Dubois. À côté du hashtag se trouvait une icône rouge, tendance. Charles cliqua dessus. La meilleure vidéo avait plus de 8 millions de vues. Elle montrait un homme et une femme enlacés dans une chambre d'hôtel. Le visage de l'homme était d'une clarté cristalline, c'était lui. L'angle de la caméra était parfaitement positionné face au lit, capturant chaque détail. Les commentaires se mettaient à jour rapidement. Les gens le reconnaissaient, se moquaient de lui pour sa tricherie et encourageaient sa femme qui avait repris l'entreprise et l'avait mis à la porte. Le meilleur commentaire disait: « J'ai entendu dire que ce salaud utilisait des fonds de l'entreprise pour financer son aventure. » L'action Vento a chuté de 9% aujourd'hui. Les petits investisseurs le maudissent. Il a sa place en prison. Charles jeta son téléphone contre le mur, le brisant en morceaux. Il se recroquevilla dans le coin de l'appartement vide, frissonnant dans le courant d'air de la fenêtre. Il était fini. Vraiment fini. Pendant ce temps, à 8000 miles de la à Zurich, Evelyne ferma l'onglet du navigateur affichant les nouvelles du licenciement de Charles et but une gorgée de son café. Le consultant aux lunettes à monture dorée à côté d'elle demanda si elle avait vu les sujets tendances chez elle. Evelyne posa sa tasse et nota qu'elle avait fourni les images brutes, donc elle savait ce qui circulait. Le consultant gloussa, disant qu'il avait passé la nuit à le monter. Evelyne le remercia pour son travail acharné. Elle prit son téléphone, vérifia les hashtags viraux et verrouilla l'écran. Elle regarda les sommets enneigés des Alpes suisses, laissant échapper un doux souffle. Elle baissa les yeux vers Léo, qui dessinait tranquillement, et lui dit qu'il rentrait aux États-Unis après-demain. Léo leva les yeux, demandant s'ils allaient voir grand-mère. Evelyne lui caressa la tête en disant oui et qu'ils allaient aussi chasser les personnes qui n'avaient pas leur place dans les postes de la famille Beaumont.
Léo fredonna son accord et retourna à son dessin d'une grande maison avec une grande personne, une petite personne et un grand chat. Evelyne sourit au dessin. Elle envoya un texto à Marguerite. « Maman, je reviens après-demain. S'il te plaît, organise une réunion avec tous les chefs de branche de la famille Beaumont. J'ai des dettes à régler avec eux en personne. » Marguerite répondit immédiatement. Compris. Evelyne verrouilla son téléphone. La neige sur les montagnes à l'extérieur était baignée de la lumière dorée du coucher du soleil. Sur le bureau devant elle se trouvait une carte de la répartition des capitaux propres de l'entreprise entre les branches de la famille Beaumont avec des pourcentages listés à côté des noms. Elle décapsula un stylo rouge et encercla plusieurs noms. C'étaient les parents qui avaient parasité l'entreprise pendant que Charles était aux commandes. Montant des sociétés écrans pour détourner des fonds. Elle avait des piles de preuves prouvant qu'il prenait des pots de vin. Evelyne recapsula le stylo et ferma le dossier. Elle regarda par la fenêtre et se murmura « Charles, as-tu cru que c'était la fin ? Ce n'est que le début. » Charles resta dans l'appartement vide de Chloé toute la nuit. Quand l'aube se leva, il se leva enfin, les genoux si raides qu'il pouvait à peine les plier. Il s'appuya contre le mur et sortit en boitant. Le gardien en bas fut surpris par son apparition et demanda s'il avait besoin d'une ambulance. Charles le repoussa d'un geste de la main et trébucha sur le trottoir. Il sortit son portefeuille pour héler un taxi et réalisa qu'il ne lui restait que quelques billets froissés. Il les compta. 32 €. Sa carte noire avait disparu, la carte supplémentaire épuisée, ses comptes bancaires gelés. Tout l'argent liquide qu'il avait au monde était de 32 €. Debout dans la rue à 6 heures du matin, le vent froid le faisait frissonner. Il éclata soudain d'un rire amer et angoissé, se sentant comme s'il mâchait du verre brisé. Il héla un taxi et donna au chauffeur l'adresse de ses parents. Il resta silencieux, regardant par la fenêtre. Alors qu'il passait sur un pont autoroutier, il vit un panneau d'affichage géant faisant la promotion du prochain lancement de produits de Beaumont Entreprises. L'ambassadeur de la marque était une étoile montante qu'il avait personnellement signée. Mais affiché en gras sur l'annonce, les mots « Directrice générale de Beaumont Entreprises, Evelyne Duval, menant la nouvelle ère de gloire ». Charles fixa ce nom pendant 3 secondes. Son nom était placardé sur le panneau d'affichage de son entreprise. En dessous, une photo d'elle en costume noir élégant, les cheveux tirés en arrière, regardant la caméra sans expression. La photo était magnifique, capturant même la petite tache de beauté sur son front. Charles était passé devant ce visage d'innombrables fois, mais il n'avait jamais su qu'elle pouvait avoir cet air. Nette, décisive, rayonnant la certitude absolue d'une personne au pouvoir. Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et annonça qu'ils étaient arrivés. Charles sortit de sa torpeur, paya le prix de la course et entra dans le domaine. Marguerite prenait son petit déjeuner, un bol de flocons d'avoine et quelques fruits. Elle le regarda et demanda s'il n'était pas rentré la nuit dernière. Charles fredonna, s'assit et demanda des nouvelles de l'entreprise. Marguerite prit une fraise et déclara qu'Evelyne avait émis un mémo d'entreprise ce matin. Un nouveau poste de PDG avait été ajouté au siège social, et elle le pourvoyait. L'ancien poste de Charles était laissé vacant en attendant les résultats d'un audit complet. Charles demanda ce qu'ils auditaient. Marguerite posa sa fourchette et le fixa. Elle énuméra les factures qu'il avait signées, les fonds de projet qu'il avait approuvés et la maison qu'il avait achetée pour cette femme en utilisant l'argent de l'entreprise. Chaque transaction financière pendant son mandat était sous audit. Elle l'informa que le cabinet d'audit indépendant qu'Evelyne avait engagé était impitoyable. Elle avait aiguisé ce couteau pendant 3 ans. Pensait-il vraiment qu'il ne trouverait rien ? La vision de Charles devint floue. Il demanda l'estimation préliminaire. Marguerite dit que la restitution initiale requise était d'environ 5 millions d'euros, y compris les amendes et les dommages-intérêts aux entreprises. Sa responsabilité personnelle se rapprochait des 10 millions d'euros. Charles laissa tomber ses mains sur la table. Il argua que chaque dépense avait des factures de projet et des registres correspondants. Marguerite le coupa, soulignant que la moitié de ses projets étaient des contrats fictifs. Il avait signé les papiers un jour, et les fonds étaient allés sur le compte de Chloé le lendemain.
Les auditeurs avaient suivi chaque piste. Chaque signature était de sa propre écriture. Il ne pouvait pas échapper à cette dette. Le visage de Charles passa du pâle au gris. Il se souvenait de ses années au pouvoir, signant hâtivement tous les documents que Thomas lui présentait sans jamais vérifier les registres, supposant que son autorité le rendait intouchable. Maintenant, chaque signature était un clou dans son cercueil. Le téléphone fixe du domaine sonna. Marguerite répondit et tendit le combiné à Charles, disant que c'était pour lui. Une voix masculine professionnelle et rigide demanda de confirmer qu'il était Charles Beaumont. S'identifiant comme un représentant de l'équipe d'audit de Beaumont Entreprises, il exigea de Charles qu'il soumette une déclaration de patrimoine personnel dans les 7 jours ouvrables pour se conformer à l'audit post-licenciement. Charles exigea de savoir qu'il avait autorisé à auditer ses comptes. La voix resta sans émotion, citant l'article 146 du droit des sociétés et l'article 37 des statuts de l'entreprise, confirmant que l'actionnaire majoritaire avait initié un audit légal complet. Il conseilla à Charles de coopérer pour éviter des poursuites judiciaires immédiates. Charles raccrocha violemment le téléphone. Marguerite le regarda et lui dit de ne pas décharger sa colère sur le téléphone. Elle lui rappela qu'il s'était fait ça en dépensant tout cet argent pour Chloé. Charles s'affaissa sur sa chaise, silencieux pendant un long moment. Finalement, il leva les yeux et dit qu'il voulait voir Evelyne. Marguerite lui dit qu'elle revenait après-demain et qu'il pouvait la contacter lui-même, mais l'avertit de ne pas s'attendre à la moindre pitié. Elle avait passé 3 ans à tendre ce piège. Elle ne s'arrêterait pas juste parce qu'il suppliait. Charles ne répondit pas. Il se leva et sortit. Marguerite l'appela, lui demandant où il allait. Il dit qu'il allait trouver un avocat. Charles prit un bus pour un cabinet d'avocats à la Défense. L'associé gérant, Maître Dubois, était un ancien camarade d'université avec qui il avait l'habitude de boire. La réceptionniste reconnut Charles, mais parut mal à l'aise, lui demandant d'attendre. Charles s'assit dans le hall pendant 1 heure avant que Dubois n'entre enfin, affichant un sourire professionnel contraint. Charles coupa court, demandant à Dubois de le représenter dans une procédure de divorce et un litige d'action. Dubois se pencha en avant, gardant son sourire, et avertit Charles que sa femme avait contacté leur cabinet hier. Elle avait fourni une chaîne de preuves irréfutables prouvant sa grave inconduite conjugale, y compris l'infidélité, la dissipation d'actifs matrimoniaux et la négligence émotionnelle. Elle exigeait qu'il reparte avec absolument rien. Charles refusa avec colère, affirmant que l'entreprise appartenait à sa famille et qu'elle n'y avait aucun droit. Dubois fit glisser un dossier en papier craft sur la table. Il contenait l'accord de transfert d'actions notariées signé par Marguerite Beaumont, y compris un avenant stipulant que le transfert était une compensation sans frais pour les 3 années de dévouement d'Evelyne à la famille. C'était juridiquement inattaquable. Dubois, abandonnant l'acte professionnel. Il dit à Charles en ami que les preuves d'Evelyne étaient impeccables. Des dossiers hospitaliers d'il y a 3 ans aux images de sécurité d'hôtel, aucun avocat ne pourrait gagner cette affaire pour lui. Charles protesta qu'il avait subvenu à ses besoins pendant 3 ans et que chaque centime qu'elle avait dépensé était le sien. Dubois le coupa, révélant que les investissements personnels d'Evelyne avaient généré des rendements massifs au cours des 3 dernières années. De plus, l'allocation mensuelle de 50 000 € que Charles lui avait transférée avait été déposée sur un compte séparé. Elle n'avait jamais touché un seul centime. Charles fut stupéfait. Dubois lui tendit un relevé bancaire montrant un solde intact de 1,8 million d'euros. Puis il révéla qu'hier, Evelyne avait fait don de l'intégralité des 1,8 million d'euros à une association caritative pour enfants au nom de Charles. Dubois ajouta un dernier détail. Evelyne avait autorisé le cabinet à gérer la restitution des 2 millions d'euros que Charles avait dépensés pour Chloé. Chloé avait viré les fonds sur le compte gelé de Charles hier. Charles se tenait devant le cabinet d'avocats, le vent d'automne ébouriffant ses cheveux. Il y a 3 jours, il était un PDG milliardaire avec des milliers d'employés vivant dans un manoir de 15 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'avait que 32 € à son nom. Il prit un bus pour le quartier de Thomas. Il voulait savoir combien Evelyne l'avait payé pour jouer à ce jeu de 3 ans. Il frappa à la porte. Thomas ouvrit, vêtu d'une tenue décontractée. À l'intérieur, Chloé était assise sur le canapé,
entouré d'invitations de mariage. Chloé sourit brillamment, l'accueillant à leur séance de planification de mariage. Charles lança un regard noir à Thomas, exigeant de savoir quelle était sa relation avec Chloé. Thomas le laissa entrer, expliquant qu'ils étaient ensemble depuis 5 ans. Il y a 3 ans, lorsque Charles voulait une compagne, Thomas lui avait présenté Chloé. La seule condition de Chloé était qu'elle jouerait la comédie, mais ne ferait jamais rien de réel. Thomas rappela à Charles qu'il n'avait même jamais touché un cheveu d'elle, car elle utilisait toujours des symptômes de grossesse pour l'éviter. Le visage de Charles se vida de couleur. Il se souvenait de toutes ces nuits où Chloé le repoussait, prétendant que le bébé bougeait. Il avait pensé que c'était normal. Thomas gloussa, se moquant de Charles d'être si facilement dupé. Evelyne avait compris la nature arrogante et sans question de Charles il y a des années. Elle lui avait juste donné l'illusion qu'il voulait pour qu'il creuse sa propre tombe. Charles bondit, attrapa Thomas par le col et le plaqua contre le mur. Thomas ne riposta pas. Il sourit simplement et invita Charles à le frapper, lui rappelant qu'une accusation d'agression le mènerait en prison pendant au moins une semaine. Le poing de Charles trembla en l'air. Chloé se leva, disant à Charles de se réveiller. Elle lui transmit un message d'Evelyne. Son plus grand défaut était de croire qu'il n'avait jamais tort. Il blâmait Evelyne d'avoir vendu la maison et pris l'argent. Mais s'il était juste rentré à la maison pour dîner ou avait regardé Léo juste une fois, il ne serait pas dans cette situation. Charles relâcha Thomas et glissa le long du mur du couloir, se cachant le visage dans les genoux, ses épaules tremblant. Thomas soupira, livrant le dernier message d'Evelyne. Charles avait passé 3 ans à mener sa maîtresse en bateau pendant qu'Evelyne attendait à la maison pendant 4 ans. Elle en avait fini d'attendre, et maintenant c'était à son tour de goûter ce que c'était d'être abandonné. Thomas ferma la porte. Charles était assis seul dans le couloir. Il sortit son téléphone, naviguant sur l'écran fissuré. Les notifications push affluaient, tout affichant son nom, étalant tout le linge sale qu'il pensait avoir caché. Il se leva lentement et boita dans les escaliers. Il ne savait pas où aller. Sa mère le regardait avec déception. Il ne pouvait même pas passer le bureau de sécurité de son entreprise. Il avait des centaines de contacts dans son téléphone, mais personne qu'il pouvait appeler en cas de crise. Il sortit du complexe et resta debout dans la rue. À travers la vitrine d'un dépanneur, une petite télévision diffusait les nouvelles locales. L'encre annonça que l'ancien PDG de Beaumont Entreprises avait été évincé pour faute grave et ses actifs gelés. Charles vit son propre visage à l'écran, accompagné du titre « La chute spectaculaire du rejeton milliardaire Charles Beaumont ». Il se souvint de l'entrée du journal d'Evelyne, « Je t'ai attendu 3 ans pour que tu changes ». Quand il le fit enfin, elle était déjà partie. Charles resta assis sur le trottoir, fumant un demi-paquet de cigarettes. Il ne se souvenait pas quand il avait recommencé à fumer. Son téléphone mourut. Il passa la nuit à errer sans but, finissant par se retrouver sur une passerelle piétonne, regardant les feux arrière des voitures en contrebas. Il resta là pendant 20 minutes avant de finalement descendre. Il prit un bus de nuit pour le domaine de Neuilly-sur-Seine. Marguerite avait laissé la porte déverrouillée et une lampe tamisée allumée dans le salon. Charles monta tranquillement à l'étage, tomba sur son lit dans l'obscurité et resta immobile. Le lendemain matin, des voix en bas le réveillèrent. Il descendit et trouva Marguerite, Richard dans son fauteuil roulant, et son oncle Robert Beaumont, qui gérait ses propres entreprises dérivées. Robert regarda Charles et exigea de savoir ce qui se passait. Marguerite expliqua qu'Evelyne revenait le lendemain pour prendre le contrôle total, et qu'elle prévoyait de purger l'ancien conseil exécutif et de dissoudre toutes les sociétés écrans que les proches utilisaient pour siphonner de l'argent de Beaumont Entreprises. Robert frappa la table, arguant que ces entreprises étaient indépendantes. Marguerite rétorqua calmement, soulignant que ces entreprises ne survivaient qu'en se nourrissant de la chaîne d'approvisionnement de Beaumont Entreprises. Evelyne avait toutes les preuves et offrait 2 choix. Dissoudre volontairement et restituer les profits détournés ou faire face aux auditeurs légaux et aux poursuites pénales. Robert était furieux, criant qu'Evelyne était une étrangère sans droit de toucher à l'héritage Beaumont. Marguerite le fixa, déclarant qu'Evelyne était l'actionnaire majoritaire et avait les preuves pour les ruiner tous.
Elle rappela à Robert les expéditions d'acier illicite qu'il avait effectuées l'année dernière, le faisant taire instantanément. Charles observa cet échange, se sentant incroyablement détaché. Ses proches qui s'inclinaient autrefois devant lui ne s'inclinaient que devant le titre de PDG. Maintenant qu'il en était dépouillé, il n'était plus qu'un paria inutile pour eux. Robert demanda 2 jours pour y réfléchir. Marguerite refusa, lui disant qu'il devait répondre avant le retour d'Evelyne. Robert sortit en trombe. Richard marmonna quelque chose depuis son fauteuil roulant. Marguerite se pencha pour écouter, puis regarda Charles. Elle transmit le message de son père. Il ne s'était pas attendu à ce que Charles détruise l'empire familial si rapidement. Cela lui fit l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Charles quitta la maison, marchant pendant 1 heure jusqu'à un parc. Il s'assit sur un banc, regardant les canards dans un étang. Il se souvint qu'Evelyne lui avait demandé d'emmener Léo au parc il y a 3 ans. Il l'avait repoussé. Elle avait ensuite posté une photo de Léo regardant les canards, et Richard avait commenté à quel point Léo ressemblait à Charles enfant. Charles ne se souvenait même plus si c'était le même parc. Quand il rentra au domaine au coucher du soleil, une Mercedes noire était garée dans l'allée. Un homme en costume gris avec des lunettes à monture dorée en sortit. C'était Maître Lefebvre, le conseiller juridique d'Evelyne. Il tendit un document à Charles, l'accord de divorce officiel. Il stipulait que Charles repartirait avec absolument rien. S'il refusait, elle intenterait une action en divorce pour faute. Charles demanda la garde de Léo. Maître Lefebvre le coupa court, lui rappelant que le test ADN notarié prouvait qu'il n'avait aucune revendication biologique ou légale sur l'enfant. Lefebvre transmit un message d'Evelyne. Elle lui avait donné 3 ans. Il les avait gaspillés. Et maintenant, elle attendait une réponse au moment où elle atterrirait le lendemain. Charles emporta les papiers dans son bureau. Il sortit les journaux, relisant la ligne sur son attente de 3 ans. Des larmes coulaient sur son visage. Il comprit enfin. Il signa les papiers du divorce, scellant son propre destin. Le lendemain, Marguerite l'informa que le vol d'Evelyne atterrissait à 15 heures. Charles se rendit à l'aéroport de Roissy. Il resta dans le hall des arrivées, scrutant la foule. Finalement, il la vit. Evelyne, vêtue d'un trench-coat crème, tenant la main de Léo. À côté d'elle se trouvait un grand homme portant une valise d'enfant. Charles le reconnut instantanément. Julien Moreau, un ancien de l'université qui avait toujours été proche de la famille d'Evelyne. Julien avait porté un toast à leur mariage et avait disparu. Mais maintenant, il était là, ressemblant à une partie d'une famille avec Evelyne et Léo. Charles se fraya un chemin dans la foule et leur bloqua le passage. Evelyne ne broncha même pas. Elle dit à Julien d'emmener Léo prendre une glace. Julien jeta à Charles un regard dédaigneux qui disait clairement qu'il n'avait aucun droit d'être là et s'éloigna avec le garçon. Charles exigea de savoir ce qu'elle voulait, l'accusant d'avoir pris son entreprise, sa maison et ses actions. Evelyne offrit un sourire froid et poli. Elle lui rappela que son père avait construit l'entreprise et que Charles l'avait simplement ruinée, perdant 40% de leurs bénéfices. Elle clarifia qu'elle avait vendu sa propre maison, que sa mère lui avait offert les actions volontairement et qu'elle avait fait don de toute la pension alimentaire qu'il lui avait envoyée à une œuvre de charité. Même l'argent qu'il avait dépensé pour Chloé lui avait été rendu. Elle ne lui devait rien. Charles serra les dents, demandant des nouvelles de Léo. Il argua qu'il avait élevé le garçon pendant 4 ans. Evelyne le coupa court, lui rappelant le test ADN. Elle lui demanda de sonder sa conscience. Combien de repas avait-il donné à Léo? Combien de bains lui avait-il donné? Combien d'histoires pour enfants lui avait-il lu? Le visage de Charles devint rouge écarlate. La voix d'Evelyne s'adoucit légèrement, mais resta ferme. Elle lui dit de se souvenir de ce qu'elle avait ressenti en étant assise seule à table des centaines de fois pendant qu'il était dehors avec sa maîtresse. La voix de Charles se brisa alors qu'il suppliait de savoir qui était le vrai père de Léo. Evelyne le regarda dans les yeux et révéla la vérité. Elle dit que Léo était l'enfant d'un donneur de sperme anonyme. La nuit où Charles était à l'hôtel avec Chloé, Evelyne avait eu une fièvre de 39 degrés et avait fini aux urgences.
Pendant qu'elle recevait une perfusion, elle avait signé les papiers pour commencer la FIV. Elle avait choisi de ne pas avoir l'enfant de Charles. Charles fut stupéfait. Il demanda pourquoi elle ne le lui avait pas dit. Evelyne demanda comment il aurait réagi alors qu'il était obsédé par Chloé. Il savait qu'elle avait raison. Il l'aurait forcé à interrompre la grossesse. Elle déclara que Léo méritait une famille normale et que Charles ne connaissait même pas l'anniversaire du garçon. Charles lui saisit le poignet, la suppliant pour une dernière chance, promettant de changer. Evelyne regarda sa main, amusée. Elle demanda comment il comptait changer alors qu'il ne savait même pas ce qu'elle aimait manger. Charles affirma désespérément qu'elle aimait les sucreries. Evelyne rit, soulignant que Chloé aimait les sucreries. Elle les détestait. Elle retira doucement mais fermement sa main de son poignet. Elle lui dit qu'il avait mal compris 3 choses. Elle n'attendait pas qu'il change. Elle attendait de rassembler la force de partir. Léo n'était pas son fils et leur mariage était mort la première nuit où il était resté chez Chloé. Elle avait juste pris 3 ans pour planifier les funérailles. Charles s'effondra en larmes au milieu de l'aéroport. Il lui dit qu'il avait pleuré pendant 3 jours tandis qu'elle avait pleuré pendant 3 ans. Il la supplia d'avoir une chance de se racheter. Evelyne le regarda et lui demanda quel jour avait été le plus difficile pour elle. C'était le jour où elle était entrée en travail à 3 heures du matin, s'était rendue elle-même à l'hôpital et avait enduré 5 heures de contractions agonisantes pendant qu'il ignorait 5 appels téléphoniques parce qu'il coupait le gâteau d'anniversaire de Chloé. Charles s'effondra à genoux. Il murmura « Je suis désolé ». Evelyne lui dit que ces mots venaient 3 ans trop tard, se retourna et marcha vers Julien et Léo. Charles les regarda s'éloigner. Léo se retourna et appela « Papa ». Evelyne tourna doucement la tête du garçon vers l'avant, lui disant de ne pas regarder en arrière. Charles resta à genoux sur le sol en marbre, brisé. Il rentra finalement au domaine. Marguerite lui montra une vidéo virale. Chloé avait posté une vidéo publique. Internet se moquait sans relâche de Charles comme d'un fou qui s'était fait avoir par le brillant stratagème de sa propre femme. Marguerite lui dit que son oncle Robert et le reste de la famille avaient immédiatement plié, acceptant les conditions d'Evelyne pour se sauver, abandonnant complètement Charles. Charles monta à son bureau, lut les journaux une dernière fois et prit une décision. Il devait tout recommencer. Il postula pour des emplois et finit par décrocher un poste peu rémunéré de répartiteur logistique. 3 mois plus tard, le siège de Beaumont Entreprises avait été entièrement rénové. Evelyne organisa un lancement de produits massifs et un événement de rapport trimestriel sur la place devant le bâtiment. Charles se tenait à l'orée de la foule, vêtu d'un simple pull gris, l'air plus mince, mais beaucoup plus posé. Evelyne fit une présentation impeccable. Pendant la séance de questions-réponses, l'oncle Robert se leva soudain et l'accusa de ruiner la chaîne d'approvisionnement. Evelyne projeta calmement des preuves irréfutables du détournement de fonds de Robert sur le grand écran. Robert, humilié et désespéré, sortit un couteau de poche et chargea la scène, hurlant qu'il la tuerait. Charles sprinta de l'arrière de la foule, taclant son oncle au sol et protégeant Evelyne. Dans la lutte, le couteau entailla profondément le dos de la main de Charles. La sécurité traîna Robert. Evelyne regarda Charles, respirant bruyamment, et le remercia. Charles réussit un faible sourire, disant que c'était la première fois de sa vie qu'il protégeait quelqu'un. Evelyne bandait elle-même sa main ensanglantée. Charles lui demanda de ne pas le renvoyer. Elle marqua une pause, puis lui dit qu'il pouvait rester s'il le voulait. Après l'événement, la foule se dispersa. Charles était sur le point de partir quand Evelyne s'approcha de lui et lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 10 millions d'euros. Elle lui dit qu'elle avait réglé sa dette de restitution avec les auditeurs en utilisant l'argent récupéré de son oncle. Elle dit qu'il pouvait la rembourser lentement. Charles regarda le chèque, souriant amèrement, disant que cela pourrait lui prendre toute une vie pour le rembourser. Evelyne détourna le regard et dit « Alors prends ton temps ». Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause et mentionna que Léo était dans le salon vert en train de jouer avec Julien. Elle demanda s'il voulait le voir. Les yeux de Charles s'écarquillèrent, retenant ses larmes, et il hocha la tête.
Dans le salon vert, Léo courut et serra la jambe de Charles, l'appelant papa. Charles tomba à genoux, serrant le garçon dans ses bras. Léo lui montra un dessin d'une grande maison avec 3 personnes, un grand homme, une femme en costume rouge et un petit garçon. Écrit au crayon était « Maman, papa et Léo ». Charles plia soigneusement le dessin et le mit dans sa poche de poitrine. Il promit de lui rendre visite chaque week-end et d'emmener Léo voir les canards au parc. Evelyne s'appuya contre le cadre de la porte, les observant. Son expression était neutre, mais ses yeux étaient plus doux. Julien lui demanda si elle était sûre de cela. Elle répondit simplement, pas pressée. Charles sortit du salon vert, tenant la main de Léo. Il se retourna vers Evelyne, lui demandant si elle le laisserait vraiment lui rendre visite chaque week-end. Elle lui dit que cela dépendait de son humeur, mais lui rappela d'encadrer le dessin et de ne pas le froisser. Charles sourit, un sourire sincère et plein d'espoir, et accepta. Alors que Charles et Léo sortaient sous le soleil de Californie, Léo demanda s'il allait repartir. Charles accrocha son petit doigt à celui de Léo et promit qu'il n'irait nulle part. Il resterait ici et regagnerait sa place auprès de lui et de sa maman. Dans la suite exécutive, Evelyne se tenait près de la fenêtre, regardant l'homme et le garçon marcher vers un magasin de glace. Julien se tenait à côté d'elle. Elle tira les stores, sortit son téléphone et envoya un texto à Charles. « Tu viens à quelle heure demain ?» Dans la rue, Charles sentit son téléphone vibrer. Il lut le message, son sourire s'élargissant. Il répondit, 9 heures. J'emmènerai Léo prendre ses croissants français qu'il adore. Evelyne répondit par un seul mot. Oui. Charles regarda ce oui, mit son téléphone dans sa poche et ouvrit la porte du magasin de glace. La porte se referma derrière eux, bloquant le passé et ouvrant sur un tout nouveau départ.